Le but de notre conférence de presse est de contribuer à obtenir justice pour ceux qui ont été assassinés froidement et publiquement pour servir d'exemple. Pour le moment, les morts d'Odessa, d'après le recueil qui est ici, que Elena a apporté, ils sont 66 répertoriés, 66 morts ou disparus. Les morts d'Odessa ne pèsent pas lourd dans les consciences occidentales. Ils n'étaient pas dans le bon camp. Pour le moment, le parti pris de l'opinion et de ceux qui l'influencent a abouti à une situation inqualifiable et nauséeuse. Un massacre politique aussi grave que ceux qui viennent d'avoir lieu à Paris. Le 2 mai 2014, le campement a été détruit et les manifestants ont été poursuivis par des nervis armés, encerclés dans la maison des syndicats de Odessa, qui a été incendiée. Ceux qui n'ont pas été brûlés vifs ont été battus à mort lorsqu'ils tentaient d'échapper aux flammes. Tout s'est produit sous l'œil de la police et a été filmé en direct sur les réseaux sociaux. Irinia et Elena appartiennent au collectif qui s'est formé à Odessa pour obtenir justice. Le fils d'Elena, Andrei Brajevski, militant de gauche connu en Ukraine, âgé de 27 ans, figure parmi les victimes du massacre. Donc à Odessa, l'État ne fait pas grand-chose pour enquêter sur ce crime. C'est pour ça que nous sommes là. Et à la société française du soutien dans notre combat pour que ce crime soit, pour que l'enquête sur ce crime ait lieu. C'est un professeur de mathématiques. Il travaillait comme moi à l'université d'Odessa. Et il est très connu dans notre ville, était très connu dans notre ville. Pourquoi je parle de sa profession? La propagande de Kiev officielle prétend que le mouvement anti-Maïdan était inspiré par la Russie, par les services secrets, de la Russie, que c'était les agents de Poutine venus de n'importe où, même de la Russie, de la République de Dniestre, de Moldavie, de n'importe où. Et en plus, que c'était des clochards, des gens déclassés et très bien payés par les services secrets de la Russie. Ça, c'est mon fils. Il avait 26 ans. Il était ingénieur, travaillait dans le domaine de programmation, il était bien payé. Il était membre d'un petit groupe de jeunesse communiste qui s'appelait Borodba. C'est en ukrainien, ça veut dire lutte. On venait tous les week-ends devant la maison des syndicats. Il y avait des manifestations énormes des habitants de notre ville. Il y avait plusieurs mouvements citoyens. Il était un communiste conscient. Et il a péri avec son ami, aussi des jeunesses communistes, mais c'est une autre organisation. C'est un jeune étudiant de 17 ans qui s'appelle Vadim. Il s'appelait Vadim Papour. Il était étudiant à l'université, à la faculté des sciences politiques. Malgré sa famille assez riche, il a choisi lui-même sa voie. Il se passionnait par la philosophie. Il a choisi d'être membre de l'organisation qui s'appelle les Jeunesses communistes Komsomol. Donc il était ensemble, mon fils et Vadim, avant la mort. Ici, vous trouverez aussi plusieurs gens, vieux et jeunes, femmes et hommes. Les gens qui se sont sauvés de la maison disent qu'il y en avait même des enfants là-bas. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'enquête. Nous ne pouvons pas dire, combien de victimes il y a en fait. C'est l'impunité pénale des organisateurs et des dirigeants du massacre qui va conjointe avec les décisions de justice ukrainienne. Cette justice et décisions n'en finissent pas d'accuser les victimes. Maintenant, il y a les gens qui sont détenus et ils se trouvent emprisonnés. Ils sont prisonniers politiques, donc ils sont emprisonnés
pour atteinte à la sûreté de l'État. Quelle est cette atteinte? Ils voulaient manifester leur volonté de voir une Ukraine qui ne se ressemble pas à ce pays qui est maintenant. On était antifasciste, on voulait l'État normal à la langue russe. C'est qu'il y a un nationaliste, Oleg Tyagnibok, de l'organisme qui s'appelle Svoboda. Il est maintenant parlementaire. Qu'est-ce qu'il a annoncé après ce putsch? Il a dit: on ne va pas parler russe dans ce pays. Si vous osez parler russe, vous êtes accusé criminel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ça? Donc c'est affreux, je crois que c'est incompatible avec les principes que vous, ici en France, vous avez hérité des Lumières. C'est la liberté de s'exprimer, c'est la liberté de parler dans sa langue natale. Et bon, on nous a annoncé que nous n'avons pas le droit de nous exprimer en russe. Il y avait des parlementaires venus de l'Allemagne. Il y a un militant, Andreas Hunko, de l'Allemagne, avec un groupe de juristes et de journalistes. Il est venu plusieurs fois à Odessa. Ils ont posé plusieurs questions aux autorités d'Odessa, je veux dire les représentants de la justice. Ils n'ont obtenu aucune réponse qui vaut la peine d'avoir cherché. C'est comme ça que ça... Donc, on ne parle pas, franchement, de tout ce qui s'est passé de la part de nos autorités. C'est impossible de trouver quelques informations exactes. Les gens d'Odessa, ils ont peur de sortir pour les manifestations? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs organisations paramilitaires d'extrême droite, le secteur droit, qui vit très bien, qui se sent très bien n'importe où, à Odessa, à Kiev, à Kharkov, là où vous voulez. Bon, d'ailleurs, je me réfère ici à l'article d'un Français qui était un témoin oculaire, qui n'a rien à voir avec Odessa, avec les Ukrainiens ou les Russes. Il s'appelle Marc Sagnol, c'est un diplomate qui est germaniste de profession. Bon, vous pouvez trouver très bien l'état moderne ici à Paris. C'est le numéro 678, avril-juin 2014. L'article s'appelle « L'insurrection à Kiev, lieu et acteur ». Alors, vous pouvez très bien avoir là-bas un répertoire d'organisations paramilitaires, insurrectionnelles d'extrême droite, avec nom, titre et qualité, en bon français, avec quelqu'un qui n'a rien à voir ni avec ma ville, ni avec les agents de Poutine, je ne sais pas comment ça s'appelle parfois, ici dans les masses médias d'Occident. Parce que si on fait le Monde, le Figaro, qu'est-ce que c'est, à quoi ça rime? Et quand vous faites ça, vous voyez que c'est quelqu'un qui est honnête. Un jour, on a eu un procès sur les gens qui se sont sauvés de la maison des syndicats à Odessa. C'est le tribunal de l'arrondissement d'Odessa, Malinovski. Bon, c'était affreux ce que le secteur droit faisait là-bas. On a battu plusieurs journalistes. On a menacé de mort à les gens qui se trouvaient aux accusés. On les a annoncé que bon, vous sortez d'ici et on vous tue avec des gourdins comme ça. Ça se promène avec des gourdins, c'est normal pour eux. Et on dit bon, on vous tue ou taisez-vous, on vous tue. Vous autres séparatistes,
on vous déteste, on va vous tuer, et aussi à vos familles. Disons que le Parlement ukrainien, il est plutôt pro-Maïdan. Il y a une sorte d'opposition, mais c'est quelque chose de l'ancien parti de région c'était le parti de Yanukovych. On ne peut pas s'attendre à grand-chose de la part de ces gens-là. Toutefois, quand par exemple les parlementaires allemands venaient, il assistait aussi, mais ça n'a aucun effet pour le moment. Les gens qui se trouvent emprisonnés, et bon, c'est tout, et on aide les gens qui ont perdu leurs enfants si on les connaît. Il y en a qui ne veulent pas même venir à ces réunions, même parler avec des journalistes, avec des gens qui ont quelques liens avec les événements du 2 mai. Il y en a qui ont peur. Le matin du 2 mai, il y a un train rempli de femmes du club de foot de Kharkov qui est arrivé à Odessa, et ces femmes ont formé une colonne et ont fait leur marche à travers Odessa en scandant les slogans nazis. Au sein de notre collectif, il y a plusieurs personnes, on n'est pas forcément d'accord on a des interprétations différentes de ce qui se passe en Ukraine. Ceci, même parmi les co-organisateurs de cette rencontre, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres sur tous les points. Ce qui nous réunit, c'est l'aversion profonde vis-à-vis de la violence armée en tant que moyen de résolution des crises, un regard extrêmement critique vis-à-vis des nationalismes et du militarisme de toutes sortes et de toutes couleurs, et quelques valeurs humanistes que nous considérons intangibles et qui nous permettront, nous en sommes sûrs, de sortir de cette crise, comme le droit à la vie, le dialogue, la solidarité, la paix. Nous avons essayé de susciter l'intérêt de députés, mais pour le moment sans réussite. Donc nous avons contacté deux députés différents et sans procurer l'intérêt. Maintenant aujourd'hui, j'ai reçu des coups de fil comme quoi il y en aurait de l'autre bord qui sont intéressés, mais c'est un peu tard, quoi. Puisque demain elles seront présentes à une réunion qui a lieu à l'Assemblée nationale, mais c'est une réunion programmée de longue date et sur la politique internationale. Mais pour le moment, je n'ai pas encore réussi à avoir de rencontre avec un parlementaire français. Il y a quelques députés grecs de la formation Syriza qui ont parlé au Parlement européen de la situation dans le Donbass, qui ont invité des militants ukrainiens de gauche, qui ont invité des représentants du Parti communiste ukrainien, et nous avons pu parler du massacre d'Odessa au mois d'octobre sur l'invitation de Konstantin Akouneva, qui est bulgare et député des listes de Syriza. Et c'est exactement à cette rencontre-là que nous avions rencontré Andriy Khunko, qui est donc député de l'Assemblée du Conseil de l'Europe de Die Linke. Donc en fait, il y a quelques députés allemands et grecs qui s'intéressent à la question concernant la gauche. Au niveau de la France, c'est très très difficile de bouger, c'est-à-dire nous essayons d'envoyer les informations et disons qu'on n'a pas de réponse, ou s'il y a des réponses, il y a tout de suite une division, une polémique. En fait, c'est comme s'il y avait une impossibilité d'en parler. C'est très étonnant quand même, parce que là, on ne parle pas de prendre parti, on parle d'aller chercher des informations. C'est simplement ce que moi je demandais aux députés ou à leurs assistants ou à des militants, c'est juste allez voir, renseignez-vous, ne fermez pas les yeux tout seul. Combien de fois dans différentes organisations de gauche on m'a dit « Ah non, 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 l'Ukraine, on ne sait pas donc on ne veut pas savoir ». Je trouve que c'est une attitude non politique. On ne peut pas faire de la politique et avoir une attitude de ce type disant « Je n'ai pas envie de savoir ». En plus, cela se passe en Europe. Donc l'Ukraine est membre aussi du Conseil de l'Europe. Enfin, là, elle a signé un accord d'association. La question des droits de l'homme doit nous intéresser à fond, quoi. Nous ne pouvons pas faire comme si ça ne nous concernait pas. Et moi, je pense que ça concerne d'ailleurs tous les citoyens, et notamment ceux qui sont engagés à gauche.